Antoine ouvrit son ordinateur portable dans le logement de la base militaire de Cayenne, tandis que le ventilateur de plafond tournait paresseusement contre la chaleur guyanaise. 42 ans, sergent de l'armée de l'air et de l'espace, 4 mois loin de chez lui. L'email de Camille arriva à 7 heures du matin avec pour objet « Réglons ça comme des adultes ». Il lut les 3 courtes phrases 2 fois de suite. Elle avait déjà entamé la procédure de divorce. Elle avait déjà vidé le compte joint. Elle avait déjà installé son nouveau petit ami dans leur maison à Toulouse. 13 ans de mariage qui se terminait par un PDF joint à un email froid et direct. Si vous aimez les histoires de vengeance, abonnez-vous à notre chaîne et commentez d'où vous regardez. Cela aide beaucoup notre travail. Antoine ferma lentement l'ordinateur, prit une douche dans les sanitaires collectifs, enfila son uniforme et ne dit rien à personne de toute la journée. Quand il retourna au logement ce soir-là, il répondit par un seul mot « compris ». Aucune discussion, aucune supplication, aucune menace. Moreau, son compagnon de chambrée, remarqua que quelque chose n'allait pas alors qu'il lisait un magazine de moto sur le lit d'à côté. « Tout va bien, mec ?» demanda-t-il sans lever les yeux. « Juste quelques problèmes à la maison », répondit Antoine. Moreau hocha la tête et retourna à son magazine. Les militaires savent quand il ne faut pas insister. La vérité est qu'Antoine n'était pas surpris. 6 mois avant la mission, les choses avaient changé. Des petites choses au début. Camille avait cessé de lui demander comment s'était passée sa journée. Elle avait commencé à travailler plus tard à la clinique dentaire, où elle était réceptionniste. Elle avait commencé à aller à la salle de sport 3 fois par semaine, mais ne semblait jamais transpirer. Nouveaux vêtements, nouvelles amies qu'il n'avait jamais rencontrées, nouveaux mots de passe sur son téléphone. Antoine ne la confronta pas. Il n'a pas commencé à vérifier ses messages ou à la suivre partout. Ce n'était pas son genre. Mais il n'était pas aveugle non plus. Alors il fit quelques manœuvres silencieuses. Rien de dramatique, juste des précautions. Il entreposa des documents importants dans un garde-meuble à l'autre bout de la ville. Certificat, l'acte de propriété de la maison, qui était uniquement à son nom grâce au financement militaire, document de la caisse de retraite des forces armées. Il transféra la montre de son grand-père et les bijoux de sa mère au même endroit. Les choses qui comptaient. Il ouvrit également un compte séparé dans une autre banque et commença à y virer une partie de son salaire. Pas assez pour qu'elle le remarque, mais assez pour ne pas repartir de zéro si les choses tournaient mal. La veille de son départ, elle l'avait serré dans ses bras à l'aéroport de Toulouse-Blagnac et avait dit « Prends soin de toi, d'accord ?» Ses yeux étaient secs, comme si elle disait au revoir à un collègue de travail. Pas à un mari partant pour une mission de plusieurs mois en Guyane. Antoine aurait dû le remarquer à ce moment-là. Mais une partie de lui espérait encore se tromper. Il ne se trompait pas. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il s'était préparé à ce moment. Et ce qu'elle ne comprenait pas, c'est qu'Antoine ne commençait jamais les disputes, mais il les terminait toujours. Il avait rencontré Camille lors d'un barbecue chez des amis en 2012. Antoine était à Toulouse entre 2 missions, logé chez son ami Lucas. Elle terminait ses études d'infirmière mais avait fini par travailler dans l'administration d'une clinique dentaire. Moins de stress, disait-elle. Ils se marièrent 8 mois plus tard. Camille avait l'habitude de dire qu'elle était fière de son service, même si elle ne comprenait jamais vraiment. Son père était directeur de banque, son frère pharmacien. Aucun militaire dans la famille. Elle lui demandait quand il allait trouver un vrai travail. Sans se rendre compte qu'après 15 ans, l'armée de l'air était sa carrière, pas seulement un travail temporaire. Ils achetèrent la maison en 2014. Rien d'extravagant, mais c'était à eux. 3 chambres, un petit jardin, un quartier tranquille à Blagnac. Le nom d'Antoine était le seul sur l'acte de propriété initial, car le financement provenait du programme de logement militaire, mais il ajouta le nom de Camille sur l'acte parce que c'est ce que font les gens mariés. Ils partagèrent les choses. Les premières années, tout semblait fonctionner. Antoine fut déployé 4 fois pendant leur mariage. La Guyane 2 fois, une mission au Sahel 1 fois, une mission de paix au Liban 1 fois. Chaque fois qu'il rentrait à la maison, Camille semblait un peu plus distante, un peu plus agitée, comme si elle jouait un rôle dont elle s'était lassée. « Je ne me suis pas mariée pour être une femme de militaire », dit-elle une fois après qu'il eut mentionné la possibilité de renouveler son contrat pour 4 ans de plus. « J'en ai marre d'être seule tout le temps. » Antoine comprenait cela, vraiment, mais l'armée de l'air était le seul endroit où il sentait vraiment qu'il avait sa place. Il était bon dans ce qu'il faisait. Les gens dépendaient de lui. En 2021, les choses commencèrent à changer.
Des petites choses au début. Camille s'énervait quand il appelait pendant ses soirées entre amis. Elle commença à parler de son amie Mélissa, qui avait divorcé de son mari et vivait sa meilleure vie maintenant. Elle commença à faire des commentaires sur le fait qu'ils n'avaient plus rien en commun. Antoine suggéra une thérapie de couple. Elle dit que tout allait bien, que c'était juste une phase. Puis vinrent les nuits à travailler tard, les week-ends avec des amis qu'il n'avait jamais rencontrés, les nouveaux vêtements, la salle de sport qu'elle fréquentait rarement. Il aurait dû la confronter, mais ce n'était pas sa façon de gérer les choses. Jamais. Son père lui avait appris à réfléchir avant de parler, à être sûr avant d'agir. Alors Antoine observa et se prépara en silence, car son instinct lui disait que quelque chose se préparait. Et dans cette vie, on apprend à faire confiance à son instinct. 2 semaines après avoir reçu l'email de divorce, Antoine était assis aux messes de la base lorsque son téléphone vibra. Une notification de l'application bancaire. Un autre retrait. 15 000 €. Presque tout ce qui restait. Il posa sa fourchette et ouvrit l'application. Le solde du compte joint était de 22,37 €. Leurs économies, 8 000 € constitués au fil des ans, avaient complètement disparu. Transférés sur un compte qu'ils ne reconnaissaient pas. Santos, l'un des gars de l'unité, jeta un coup d'œil. Mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle. Antoine verrouilla son téléphone. Rien, juste des histoires de comptes. Ce soir-là, il appela la banque en utilisant le téléphone de la base. Il découvrit que Camille déplaçait de l'argent depuis des semaines. De petites sommes au début, puis de plus grosses. Les gros transferts avaient commencé le lendemain de son départ. Antoine raccrocha et resta immobile dans le couloir pendant un long moment, regardant ses collègues rire, appeler leurs enfants, leurs femmes, leurs parents. La vie normale se déroulait autour de lui, tandis que la sienne s'effondrait. C'est là que Moreau le trouva. « J'ai entendu par Alvarez que tu avais l'air d'avoir vu un fantôme au dîner, » dit-il. « Qu'est-ce qui se passe ?» Antoine ne partageait normalement pas ses affaires personnelles, mais Moreau l'avait sorti d'une situation compliquée lors d'une opération à la frontière une fois. Il lui faisait confiance. « Ma femme a vidé nos comptes et a installé son petit ami dans notre maison, dit-il. Elle m'a envoyé les papiers du divorce pendant que j'étais en patrouille la semaine dernière. » Moreau ne donna pas les réponses habituelles du genre « Je suis désolé » ou « Quelle situation difficile » ou « Tu trouveras quelqu'un de mieux ». Il demanda juste « Quel est ton plan ?» « Je ne sais pas encore, dit Antoine. Moreau hocha la tête. « Dis-moi si tu as besoin de quelque chose. » Cette nuit-là, Antoine ne parvint pas à dormir. Il prit son ordinateur portable et se connecta au système de sécurité de la maison. Une chose que Camille avait probablement oublié qu'il pouvait consulter à distance. Les caméras montraient un pick-up étrange dans l'allée. Un homme qu'il n'avait jamais vu se promener avec le chien, utilisant sa tasse. Antoine observa pendant près d'1 heure, la mâchoire serrée respirant profondément. Puis il éteignit l'ordinateur et resta à regarder le plafond dans le noir. Le plan commençait à se former dans son esprit, pièce par pièce. Antoine éteignit l'ordinateur et resta à fixer l'obscurité du logement. Autour de lui, les ronflements des autres soldats créaient une symphonie de sons qui l'aidaient habituellement à dormir. Mais cette nuit-là, il semblait amplifié, irritant. Moreau se retourna dans le lit superposé, marmonnant quelque chose d'incompréhensible, avant de se remettre à ronfler doucement. L'esprit d'Antoine travaillait sans relâche, traitant les informations, reliant les points, construisant des stratégies. C'était ainsi qu'il fonctionnait. Il en avait toujours été ainsi. Sur le terrain, il analysait rapidement les situations, calculait les risques, prenait des décisions. Cette capacité l'avait maintenu en vie pendant 4 missions et lui avait valu 3 promotions et le respect de ses supérieurs. Maintenant, il utiliserait ces mêmes compétences pour gérer la guerre que Camille avait déclarée sans qu'il soit présent pour se défendre. Il pensa à toutes les fois où il avait remarqué de petits changements et avait choisi de les ignorer. Quand elle avait commencé à travailler plus tard, il avait supposé que c'était juste plus de responsabilité au travail. Quand elle avait arrêté de lui demander comment s'était passée sa journée, il avait pensé que c'était juste la fatigue naturelle d'un « long marriage ». Quand elle avait commencé à aller à la salle de sport, mais ne semblait jamais vraiment s'entraîner, il n'avait pas posé de questions parce qu'il lui faisait confiance. Confiance. Ce mot ressemblait maintenant à une blague cruelle. Combien de fois l'avait-elle regardé dans les yeux en mentant? Combien de nuits avait-elle dormi à côté de lui, tout en planifiant tout cela? Antoine sentit sa mâchoire se serrer involontairement. Il respira profondément,
se forçant à se détendre. La colère ne l'aiderait pas maintenant. Il avait besoin de penser clairement. Il se souvint de la conversation qu'ils avaient eue 2 jours avant son départ. Ils étaient dans la cuisine. Il préparait des sandwichs à emporter pour le voyage. Elle était assise à table, regardant son téléphone. Antoine avait commenté quelque chose sur l'avenir, sur le fait de peut-être commencer à chercher une maison plus grande à son retour, quelque chose avec plus d'espace pour quand ils auraient des enfants. Camille avait levé les yeux de son téléphone un bref instant et avait dit oui. On verra quand tu rentreras avant de retourner son attention sur l'écran. À l'époque, il l'avait interprété comme un désintérêt passager. Maintenant, il comprenait que c'était un désintérêt réel. Elle avait déjà d'autres plans, des plans qui ne l'incluaient pas. Antoine se demanda depuis combien de temps elle planifiait cela. Des mois, 1 an. Avait-elle rencontré Jérôme avant la dernière mission ou était-il apparu après son départ? Il n'y avait aucun moyen de le savoir sans enquêter et c'était exactement ce qu'il avait l'intention de faire. Il pensa aussi à l'argent. 23 000 €. Ce n'était pas une fortune, mais c'était le résultat d'années d'économies prudentes, de bonus de missions dangereuses, de salaires accumulés. C'était censé être leur avenir, le fonds d'urgence, la base d'une vie stable après sa retraite du service. Et elle avait presque tout pris en quelques semaines. Que comptait-elle faire de cet argent? Commencer une nouvelle vie avec Jérôme? Payer des dettes dont il ignorait l'existence? Simplement punir Antoine pour toutes les absences, toutes les missions, toutes les fois où il avait choisi le devoir plutôt qu'elle? Antoine se tourna sur le côté dans le lit étroit du logement, ajustant l'oreiller fin. Demain, il devrait se réveiller à 5 heures pour l'entraînement physique matinal, puis se battre avec l'équipement dans la chaleur étouffante de la Guyane, puis dîner à la cantine militaire et tout recommencer le lendemain. Mais même avec toute la routine militaire, son esprit continuerait à travailler sur ce problème, à démêler le mystère, à planifier les prochains mouvements. Parce que s'il y avait une chose que l'armée de l'air avait apprise à Antoine au cours de 15 ans, c'est que les problèmes ne se résolvaient pas seuls. Il fallait avoir un plan, l'exécuter avec précision et être prêt à s'adapter lorsque les circonstances changeaient. Et les circonstances avaient définitivement changé. La guerre était arrivée à sa porte alors qu'il était à des milliers de kilomètres pour défendre le pays. Il était maintenant temps de se défendre, de protéger ce qui était à lui, de garantir que justice soit faite, non par vengeance mais parce que c'était la bonne chose à faire. Antoine ferma les yeux, respirant profondément, laissant enfin la fatigue commencer à peser. Demain serait un autre jour de travail, mais quelque part au fond de son esprit, les plans continueraient à se former, les stratégies à s'affiner, jusqu'à ce que le moment soit venu d'agir. 3 jours plus tard, Antoine reçut une permission d'urgence de 48 heures pour régler des affaires familiales urgentes. Le commandant ne posa pas beaucoup de questions. 14 ans de service impeccable pesaient lourd. Le vol de Cayenne à Paris puis à Toulouse prit presque 12 heures. Antoine dormit pendant le premier trajet, resta éveillé pendant le second, planifiant chaque mouvement. À 21 heures le samedi soir, il atterrit à Toulouse-Blagnac. Son ami Lucas l'attendait dans la zone d'arrivée. Barbe de 3 jours, casquette du Toulouse FC sur la tête. « Salut mec, ça fait longtemps », dit Lucas en lui serrant la main. « Merci d'être venu me chercher. »« Pas de problème. Tu loges chez nous, n'est-ce pas? Manon a déjà préparé la chambre. » Sur le chemin de Blagnac, Antoine raconta les détails. Lucas écoutait sans interrompre, les mains firmes sur le volant de sa vieille Mégane. « Tu savais ?» demanda finalement Antoine. Lucas soupira. « Je me suis douté de quelque chose il y a environ 3 mois. Je l'ai vu au centre commercial avec un gars. J'ai cru que c'était un collègue de travail, je ne sais pas. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans leur façon d'être ensemble. J'ai pensé à te le dire, mais je n'étais pas sûr. Et tu te préparais déjà à partir. » Antoine hocha la tête en regardant les lumières de la ville défiler par la fenêtre. « C'est bon. Je m'en doutais un peu aussi. » Ils arrivèrent chez Lucas à Blagnac vers 22 heures. Manon, sa femme, avait préparé un sandwich et du café. Ils discutèrent tard dans la cuisine pendant que les 2 enfants du couple dormaient dans leur chambre. « Quel est le plan ?» demanda Lucas pour la 3e fois cette nuit-là. « Demain, j'irai à la maison. Je veux voir les dégâts de mes propres yeux. Tu veux que je vienne avec toi? Ce serait bien d'avoir un témoin. » Le matin, ils prirent la voiture de Lucas et se rendirent dans le quartier où Antoine vivait. Où avait vécu? C'était dimanche, 9 heures. La rue était calme. Quelques voisins lavèrent leur voiture, des enfants faisaient du vélo.
La maison d'Antoine semblait différente. Le jardin était négligé, l'herbe haute. Le pick-up noir qu'il avait vu sur les caméras était garé là où sa Civic avait l'habitude d'être. « C'est celle-là », dit Antoine en montrant du doigt. Lucas se gara 3 maisons plus loin. Ils restèrent à observer. Après 10 minutes, la porte d'entrée s'ouvrit et un homme sortit. Grand, environ 35 ans. Cheveux gominés, débardeur montrant des tatouages sur les bras. Il ramassa le journal sur le trottoir, jeta un coup d'œil autour de lui et rentra. « C'est ce Jérôme » demanda Lucas. « Probablement. » Antoine sortit son téléphone et appela la gendarmerie la plus proche. Il expliqua la situation à l'opérateur, dit qu'il avait besoin d'une escorte pour entrer dans sa propre maison. Une demi-heure plus tard, une voiture de la gendarmerie arriva. 2 militaires, le capitaine Fournier et le gendarme Martin, sortirent et s'approchèrent de la voiture de Lucas. « Monsieur Antoine Dubois » demanda Fournier. « C'est moi. Merci d'être venu. Expliquez-nous la situation. » Antoine montra l'acte de propriété de la maison, sa carte d'identité militaire, des copies des emails de Camille. Fournier lut le tout attentivement. « D'accord, donc la maison est à vous, mais votre femme vit ici avec un autre homme. C'est ça. Elle n'a aucun droit légal de m'empêcher d'entrer. La maison est à mon nom. Compris, allons-y. » Ils montèrent jusqu'à la porte. Fournier sonna, personne ne répondit. Il sonna de nouveau. Après 1 minute, la porte s'entr'ouvrit. L'homme au débardeur apparut, l'air agacé. « Quoi encore ?» Fournier montra son insigne. « Gendarmerie nationale. Voici le propriétaire de la résidence. Il doit entrer. » L'homme regarda Antoine pour la première fois. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Camille n'a pas dit que tu rentrerais. »« Je n'avais pas besoin de prévenir, » dit Antoine. « C'est chez moi. »« Écoutez, je ne veux pas d'histoire. Laissez-moi appeler Camille. »« Vous pouvez appeler qui vous voulez, mais vous allez devoir le laisser entrer maintenant, » dit Fournier d'une voix ferme. L'homme recula et ouvrit la porte. Antoine entra lentement. Lucas derrière lui, les gendarmes en dernier. La maison sentait différemment. La cigarette et la bière. Le salon était en désordre. Des canettes vides sur la table basse, des vêtements jetés sur le canapé. La télé qu'Antoine avait achetée était allumée sur un match de football. « Camille !» cria l'homme. « Descends !» Des pas précipités dans l'escalier. Camille apparut en peignoir, cheveux mouillés, le visage pâle quand elle vit Antoine debout à l'entrée du salon. « Antoine, qu'est-ce que tu fais là ?»« Je suis venu voir ma maison, » dit-il calmement, « et chercher quelques affaires. Tu ne peux pas entrer comme ça à l'improviste. J'habite ici. Tu habites chez moi, Camille, sans autorisation, sans contrat, sans aucun droit. Mais nous sommes mariés. J'ai des droits. » Fournier intervint. « Madame, le bien est enregistré uniquement au nom de Monsieur Antoine Dubois, qu'il a tout à fait le droit d'entrer et de vous demander de quitter les lieux. » Camille regarda Jérôme, puis de nouveau Antoine. « C'est ridicule. Tu ne peux pas me chasser de ma propre maison. »« Ce n'est pas ta maison, » dit Antoine. « Ça ne l'a jamais été. C'est sur l'acte de propriété. Tu veux voir ?» Il sortit le document de sa poche et le lui tendit. Camille ne le prit pas. « Vous devez partir tous les deux, » dit Antoine. « Aujourd'hui. »« Aujourd'hui, » explosa Jérôme. « Mec, on n'a nulle part où aller comme ça, d'un coup. »« Vous auriez dû y penser avant, » dit Antoine sans élever la voix. « Vous avez jusqu'à 17h pour rassembler vos affaires et partir. Laissez les clés sur la table. »« Et si on ne part pas ?» demanda Jérôme en faisant un pas en avant. Lucas bougea aussi, se plaçant à côté d'Antoine. Le gendarme Martin posa la main sur la crosse de son arme. Jérôme s'arrêta. « Alors je saisis la justice et ça deviendra bien pire pour vous deux, » dit Antoine. « Surtout pour toi, qui squatte une propriété privée. Je peux engager des poursuites pénales. » Fournier hocha la tête. « Il a raison. Vous n'avez aucune base légale pour être ici sans l'autorisation du propriétaire. » Camille se mit à pleurer. « Antoine, s'il te plaît, on peut en parler. Ça n'a pas besoin de se passer comme ça. On a déjà parlé, Camille, par email. Tu te souviens ? Vous m'avez envoyé les papiers du divorce pendant que j'étais en mission. Vous avez vidé notre compte. Vous pensiez que j'allais rester sans rien dire. Je peux expliquer. 17 heures, répéta-t-il. Je n'ai rien à discuter. Antoine passa devant eux et monta les escaliers. La chambre principale était transformée. Des vêtements d'homme dans son placard, des produits de rasage dans la salle de bain, l'odeur d'un autre homme partout. Il ouvrit le coffre-fort caché dans le dressing, vérifia que les documents les plus importants y étaient toujours. Il prit quelques affaires personnelles, des photos de famille, des médailles de service. Lucas monta aussi. « Besoin d'aide ? Tu peux prendre ces cartons dans le débarras ?
Je vais emporter quelques trucs maintenant. » Ils passèrent l'heure suivante à emballer. Vêtements, livres, équipements de camping, outils. Camille et Jérôme restèrent dans le salon, en silence. Quand Antoine descendit avec le dernier carton, Camille était assise sur le canapé, s'essuyant les yeux. « Antoine, » commença-t-elle, « je suis désolée, vraiment. Je ne voulais pas que les choses se terminent comme ça. » Il s'arrêta à la porte. « Tu as eu 13 ans pour décider quel genre de personne tu voulais être. Tu as choisi ça. Maintenant, tu vas devoir vivre avec tes choix. Tu as toujours été si froid, si distant. J'ai toujours été honnête, dit-il. Je ne t'ai jamais trompé, jamais menti, jamais rien caché. Tu ne peux pas en dire autant. » Camille ne répondit pas. Antoine sortit, mit les cartons dans la voiture de Lucas et revint une dernière fois. Camille et Jérôme étaient toujours dans le salon. 17 heures, rappela-t-il. Après ça, je change les serrures et tout ce qui restera partira à la poubelle. Antoine et Lucas retournèrent chez ce dernier et déchargèrent les cartons dans la chambre d'amis. Manon prépara le déjeuner pendant qu'il racontait ce qui s'était passé. À 16h30, Antoine reçut un message de Camille. « On est parti, on a laissé les clés sur la table comme tu l'as demandé, j'espère que tu es content. » Il ne répondit pas. À 17h15, il retourna à la maison avec Lucas et un serrurier que Lucas connaissait. Ils changèrent toutes les serrures, avant et arrière. La maison était vide, plus silencieuse qu'Antoine ne s'en souvenait. Les clés étaient sur la table de la cuisine à côté, d'un mot manuscrit. « Antoine, je sais que tu me détestes. Maintenant, mais je veux que tu saches que je t'ai vraiment aimé. Un jour, les choses ont juste changé et je n'ai pas su gérer, désolé pour tout. » Il froissa le mot et le jeta à la poubelle. Les jours suivants, Antoine nettoya la maison de fond en comble. Il jeta tout ce qu'ils avaient laissé, quelques vêtements, des produits d'hygiène, un briquet oublié sur le canapé. Il lava tous les draps, serviettes, rideaux. Il acheta de nouveaux produits de nettoyage et passa 2 jours à frotter chaque pièce jusqu'à ce que l'odeur de cigarettes et de bière disparaisse complètement. Lucas venait l'aider après le travail. Un après-midi, alors qu'il peignait la chambre principale en blanc pour couvrir les marques sur le mur, Lucas demanda « Et l'argent qu'elle a pris, tu vas le récupérer ?»« Je vais le faire. J'attends juste le bon moment. Tu as un avocat. J'ai un contact au service juridique de l'armée de l'air. Je vais lui parler la semaine prochaine. » Le mercredi, Antoine se rendit à Toulouse pour rencontrer le lieutenant-colonel Vincent, avocat militaire spécialisé en droit de la famille. Le bureau était au centre-ville, un vieil immeuble près de la place du Capitole. Vincent avait la cinquantaine, cheveux grisonnants, lunettes à monture épaisse. « Sergent Dubois, entrez, asseyez-vous. » Vincent désigna la chaise de l'autre côté du bureau encombré de dossiers. Antoine raconta tout depuis le début. L'email de divorce, l'argent disparu, Jérôme vivant dans la maison, les comptes vidés pendant la mission. Vincent prenait des notes sur un bloc-notes jaune. « Elle a retiré 15 000 € d'un compte joint pendant que vous étiez en mission ?» demanda Vincent. « C'est ça. Et avant cela, elle avait aussi vidé le compte épargne. 8 000 €. Vous avez des preuves des transactions ?»« J'ai tout. Relevé de compte, date, heure. » « Parfait. Et concernant la maison, vous dites qu'elle est uniquement à votre nom ?»« Uniquement au mien. Financement logement militaire. Mais j'ai ajouté son nom à l'acte de propriété en 2015, quand on a payé la moitié du bien. » Vincent arrêta d'écrire. « Vous avez mis son nom sur l'acte ?»« Je l'ai fait. Je pensais que c'était la bonne chose à faire. » Vincent soupira. « Antoine, cela complique un peu les choses. Si son nom est sur l'acte, elle a un droit de propriété même si elle n'a pas contribué au financement. Mais j'ai tout payé, avec mon salaire. Elle n'a jamais contribué d'un centime. Je comprends, mais légalement, avec son nom sur l'acte, elle est copropriétaire. Il sera plus difficile de l'exclure complètement. » Antoine sentit son estomac se nouer. « Alors elle peut garder la moitié de la maison ?»« Pas nécessairement. Nous pouvons argumenter que c'est vous qui avez tout payé, qu'il y a eu enrichissement sans cause, qu'elle a agi de mauvaise foi. Mais ce sera une bataille judiciaire. Cela pourrait prendre des mois, peut-être des années. Et l'argent? L'argent, c'est plus clair. Elle a retiré des fonds d'un compte joint, sans autorisation pendant une période où vous étiez dans l'impossibilité de vous défendre car en mission militaire. C'est tout sérieux. Nous pouvons intenter une action en restitution, voire des poursuites pour abus de confiance ou vol. » Antoine respira profondément. « Combien de temps cela prend-il ? » « Ça dépend. 3 mois ? 6 mois ? Si elle conteste, cela peut prendre plus de temps.
Ils parlèrent encore 1 heure des stratégies, des délais, des coûts. Quand Antoine sortit du bureau, le soleil se couchait déjà sur la Garonne. Il marcha dans les rues du centre-ville sans but précis, pensant à tout ce que Vincent avait dit. Cette nuit-là, seul dans la maison qui semblait maintenant trop grande et trop vide, Antoine ouvrit une bière et s'assit sur le canapé. Il prit son téléphone et ouvrit les vieilles photos. Les images de lui et Camille au mariage, souriant sur la plage à Arcachon, à Noël avec sa famille à elle. Quand tout semblait simple et prometteur, il supprima toutes les photos. Le vendredi, 2 jours avant de retourner à Cayenne, Antoine reçut un appel d'un numéro inconnu. « Allô? Antoine? C'est Marc, le frère de Camille. » Antoine resta silencieux 1 seconde. « Salut Marc. Écoute, je sais que vous avez des problèmes. Camille m'a raconté ce qui s'est passé. Je voulais juste dire que, mec, je pense que vous exagérez tous les deux. Ça n'a pas besoin d'être comme ça. Vous avez été heureux un jour. Vous pouvez encore arranger les choses. Marc, avec tout le respect que je te dois, ce ne sont pas tes affaires, c'est ma sœur. Bien sûr que ce sont mes affaires. Ta sœur m'a volé plus de 23 000 € pendant que je servais le pays. Elle a fait entrer un autre homme dans ma maison. Elle m'a envoyé des papiers de divorce pendant que j'étais en mission. Et tu penses que j'exagère? Antoine, elle regrette. Elle traverse une période difficile. Tu as toujours été si contrôlant, si absent. Elle s'est sentie seule. Donc c'est de ma faute? Ce n'est pas ce que je dis. C'est exactement ce que tu dis. Écoute, Marc, j'ai toujours respecté toi et ta famille. Mais maintenant, c'est fini. Je n'ai rien à te dire, ni à elle. Les avocats s'en chargeront. Antoine, attends. Il raccrocha. Le téléphone sonna à nouveau 3 fois de suite. Antoine éteignit son téléphone. Le samedi matin, Antoine terminait ses bagages quand Lucas arriva avec une expression inquiète. « Mec, il faut que tu vois ça. » Lucas lui montra son téléphone. C'était une publication Facebook de Camille, une vieille photo d'eux deux, lors d'un voyage dans les Pyrénées, avec une longue légende en dessous. Parfois, les gens que nous aimons nous déçoivent de la pire des manières. Après 13 ans à dédier ma vie à quelqu'un, j'ai été abandonné au moment où j'avais le plus besoin de soutien. Il est revenu de voyage et m'a expulsé de notre maison sans pitié. Maintenant, je recommence à zéro sans rien, parce que j'ai choisi de croire en l'amour. Mais Dieu connaît la vérité. Et la vérité triomphe toujours. Antoine lut 2 fois. Plus de 200 personnes avaient aimé. Les commentaires étaient pleins de messages de soutien à Camille. Mon ami, tu ne méritais pas ça. Les hommes sont tous les mêmes. Tous les mêmes. Tu es forte, tu vas surmonter ça. Courage, mon ami. Personne ne connaissait l'autre côté de l'histoire. Tu vas répondre? Demanda Lucas. Non, laisse-la raconter sa version. La vérité apparaîtra au tribunal, mais les gens la croient. Elle te fait passer pour le méchant. Je me fiche de ce que les gens pensent. Ce qui m'importe, c'est la vérité. Lucas hocha lentement la tête. Tu as raison, mais garde un œil dessus. Cette histoire pourrait mal tourner. Antoine retourna à Cayenne le dimanche soir. Quand l'avion décolla de Toulouse, il regarda par le hublot les lumières de la ville diminuer en dessous. 13 ans résumés en quelques cartons d'affaires personnels et une procédure judiciaire qui ne faisait que commencer. Moreau le retrouva au logement le lundi matin. « Alors, c'est réglé ?» Plus ou moins. Il y a encore beaucoup à faire. 3 semaines plus tard, Antoine était au milieu d'un entraînement de survie dans la jungle lorsqu'il reçut un appel urgent du lieutenant-colonel Vincent. Quelque chose dans la voix de l'avocat le poussa à demander la permission de s'éloigner du groupe. « Antoine, nous avons un problème sérieux. Votre femme a tenté de refinancer la maison. » « Refinancer? Comment ça? » Elle est allée dans une banque avec des documents falsifiés, y compris une procuration avec votre signature contrefaite, tentant d'obtenir un refinancement de 35 000 € en utilisant le bien comme garantie. Antoine sentit son sang se glacer. C'était quand? Hier. Nous l'avons découvert uniquement parce que le directeur de la banque a trouvé certains détails étranges et a appelé pour confirmer. Il a demandé si vous étiez réellement au courant de l'opération. Quand je l'ai informé que non, il a tout bloqué immédiatement et a contacté leur service juridique. Elle a falsifié ma signature? Oui. Et apparemment, ce fameux Jérôme était avec elle. Il s'est présenté comme agent immobilier et facilitateur de la transaction. Antoine ferma les yeux, respirant profondément. C'est de la fraude, absolument. Fraude documentaire, falsification de signature, tentative d'escroquerie. C'est un délit grave, Antoine.
Je prépare une plainte pénale. Mais il y a plus. Quoi d'autre? La banque nous a transmis les documents qu'elle a tenté d'utiliser. Il y a des incohérences dans la signature, la date, le cachet de certification. Il semble que ce ne soit pas la première fois qu'ils font ça. Il, qui? Ce Jérôme et peut-être d'autres complices. Le directeur de la banque a mentionné qu'il connaissait des cas similaires, des familles de militaires ciblées par des schémas de refinancement frauduleux pendant que les maris étaient en mission. Antoine ouvrit les yeux. Je dois retourner à Toulouse. Je le pense aussi. Je vais contacter la police judiciaire. Cela pourrait être plus gros que nous l'imaginons. 2 jours plus tard, Antoine obtint une autre permission d'urgence. Cette fois, le commandant posa des questions. Antoine expliqua la situation. Le commandant, un colonel vétéran avec 40 ans de service, fut visiblement irrité. Ce genre de choses arrive fréquemment, sergent. Des profiteurs qui ciblent les familles de militaires. Vous avez mon soutien total. Allez-y et réglez ça correctement. Antoine arriva à Toulouse le jeudi. Vincent avait organisé une réunion avec 2 agents de la police judiciaire pour le vendredi matin. Ils se rencontrèrent dans une salle discrète du bâtiment de la PJ au centre-ville. Les agents étaient la commissaire Béatrice Moulin et l'inspecteur Paul Coste, tous 2 de la division des crimes financiers. Béatrice était une femme d'une 40aine d'années, cheveux courts, posture sérieuse. Paul était plus jeune, peut-être 35 ans, expression attentive. « Sergent Dubois, merci d'être venu », commença Béatrice. « Nous enquêtons sur un réseau de fraude qui cible spécifiquement les familles de militaires en mission. Votre cas pourrait être une pièce importante de ce puzzle. » « Combien de cas avez-vous » demanda Antoine. « Officiellement, 7 cas confirmés en Occitanie ces 2 dernières années. Officieusement, nous soupçonnons qu'il y en a beaucoup plus. Le schéma est toujours similaire. Un tiers s'approche de l'épouse, entame une relation, puis la convainc de refinancer la maison ou de transférer des biens pendant que le mari est en mission. Documents falsifiés, signatures contrefaites, procuration frauduleuse, et ils réussissent dans 3 cas, oui. Les 4 autres ont été bloqués à temps, comme le vôtre. Mais les victimes ont perdu beaucoup d'argent même dans les cas bloqués. Compte vidé, bien vendu. Paul ouvrit un dossier et posa des photos sur la table. Antoine reconnut Jérôme sur plusieurs d'entre elles, toujours avec des personnes différentes. Femmes, hommes, personnes âgées. « Vous reconnaissez cet individu » demanda Paul. « C'est Jérôme, le gars qui vivait chez moi. Jérôme Pascal, casier judiciaire bien rempli, fraude, escroquerie, association de malfaiteurs. Il a déjà fait 4 ans de prison. Il est sorti en conditionnel l'année dernière. » Antoine regarda les photos. « Et Camille? Elle était au courant de tout ça ?» Béatrice et Paul échangèrent un regard. « C'est ce que nous essayons de découvrir. Elle peut être complice ou elle peut être aussi une victime. Certaines de ces relations commencent par de la manipulation. Le criminel gagne la confiance, puis présente le schéma comme une solution aux problèmes financiers. La personne ne réalise qu'elle a été utilisée que lorsqu'il est trop tard, mais elle a vidé nos comptes. Oui, et c'est une preuve. Mais nous voulons savoir si c'était son idée ou si Jérôme l'a manipulée. Quoi qu'il en soit, elle devra répondre de ses actes. Mais notre priorité est de démanteler tout le réseau. Vous pensez qu'il y a plus de gens impliqués? Absolument certain. Jérôme n'agit pas seul. Il y a au moins 2 autres facilitateurs que nous avons identifiés, un faux agent immobilier nommé Daniel Mercier et une falsificatrice de documents que nous n'avons pas encore complètement identifiée, Fabienne Coste. Antoine passa les 2 heures suivantes à répondre à des questions détaillées. Quand avait-il vu des irrégularités financières pour la dernière fois? Quand Camille avait-elle commencé à agir différemment? Des détails sur Jérôme, quand il était apparu, comment il se comportait dans la maison. Tout ce dont Antoine se souvenait. À la fin, Béatrice dit « Nous aurons besoin de votre coopération totale. Cela inclut potentiellement l'utilisation de votre maison comme point de surveillance, l'enregistrement de conversations, si elle ou Jérôme entrent en contact, et témoigner lorsque nous irons au procès. Vous pouvez compter sur moi, dit Antoine. En sortant du bâtiment de la PJ, Antoine s'assit sur un banc de la place du Capitole et regarda l'agitation. Des mères avec des poussettes, des cadres pressés, des vendeurs ambulants, la vie normale, pendant qu'il découvrait que sa femme avait été utilisée par un réseau criminel. Où en faisait partie? Il ne savait pas encore. Son téléphone sonna, c'était Lucas. Alors comment ça s'est passé? Compliqué, beaucoup plus compliqué que je ne le pensais.
Tu veux qu'on en parle en personne? Oui, je viens chez toi. Cette nuit-là, dans la cuisine de Lucas, Antoine raconta tout. Lucas écoutait en silence, buvant sa bière. Manon couchait les enfants à l'étage. Donc, elle pourrait aussi être une victime? Demanda Lucas à la fin. Peut-être. Ou elle pourrait faire semblant. Je ne sais plus, mec. Je ne sais plus ce qui est vrai. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais continuer avec la PJ, voir jusqu'où cela va. Je dois récupérer l'argent, protéger la maison. Et s'il y a une chance de démanteler ce réseau et d'éviter que d'autres familles passent par là, je le ferai. Lucas hocha la tête. Tu fais ce qu'il faut. Ça n'en a pas l'air. J'ai l'impression de m'enfoncer de plus en plus. C'est parce que tu es au milieu de la tempête, mais tu vas t'en sortir. Tu t'en sors toujours. Antoine voulait y croire, mais, assis là, dans la cuisine de son ami, sa propre maison transformée en scène de crime, son mariage en miettes, plus de 23 000 € disparus et un réseau criminel ciblant des familles comme la sienne, il était difficile de voir la lumière au bout du tunnel. Le lundi, Antoine rencontra à nouveau Béatrice et Paul. Cette fois, ils avaient plus d'informations. « Nous avons obtenu un mandat de perquisition, dit Paul. Nous allons l'exécuter demain matin à la maison où Jérôme vit actuellement. Nous voulons que vous soyez là. Moi, pourquoi? Parce que techniquement, c'est aussi toujours votre maison, puisque le nom de Camille est sur l'acte de propriété. Votre présence évite les problèmes juridiques. Et de plus, vous pourrez identifier des objets qui ont été retirés de votre résidence d'origine. » Antoine accepta. Le mardi matin à 6 heures, il était dans une voiture banalisée avec Paul et 2 autres agents, garés à 3 pâtés de maison d'une maison dans un quartier populaire de la banlieue de Toulouse. À 6h30 précises, 4 voitures de la PJ encerclèrent la résidence. Antoine resta dans la voiture pendant que les agents entraient. 15 minutes plus tard, Jérôme fut emmené menotté vers l'une des voitures. Béatrice appela Antoine à l'intérieur après que la maison fut sécurisée. L'intérieur était chaotique. Ordinateur, imprimante, piles de documents éparpillés partout. Sur une table dans le coin, Antoine vit son propre acte de mariage à côté de documents d'autres personnes qu'il ne connaissait pas. « Vous reconnaissez quelque chose ici ?» demanda Paul. Antoine désigna un ordinateur portable sur le canapé. « C'est le mien. Il a été volé à la maison il y a environ 2 mois. J'avais fait une déclaration de vol. » Paul plaça une étiquette de preuve sur l'ordinateur. Autre chose? Antoine se promena dans la pièce. Sur une étagère, il trouva la montre-bracelet que son père lui avait donnée pour ses 18 ans. Dans un tiroir ouvert, il vit de vieilles photos de sa famille, y compris certaines qu'il pensait avoir perdues. « Toutes ces choses sont à moi, » dit-il en les montrant. « Elles ont été prises de ma maison sans autorisation. Nous allons tout documenter, dit Béatrice. Mais maintenant, j'ai besoin que vous voyiez autre chose. » Elle l'emmena dans une chambre au fond. Les murs étaient couverts d'un tableau blanc, rempli de noms, de photos, de connexions dessinées au marqueur rouge. Antoine reconnut certains visages, des militaires, des familles qu'il connaissait de la base. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « 6 familles confirmées jusqu'à présent, » expliqua Béatrice. Toutes avec le même schéma. Mari en mission, épouse vulnérable. Jérôme ou l'un de ses complices s'approche, entame une relation. Propose un schéma de refinancement ou de vente de biens immobiliers. Documents falsifiés, signatures contrefaites, argent détourné. Combien ont-ils volé? D'après ce que nous avons pu tracer jusqu'à présent, environ 200 000 € au cours des 2 dernières années. Mais cela pourrait être plus. De nombreuses victimes ne s'en sont même pas encore rendues compte ou n'ont pas porté plainte par honte. Antoine eut la nausée. 200 000 €. C'est pour cela que nous avons saisi la police judiciaire. C'est du crime organisé opérant dans plusieurs régions. Ce n'est pas seulement votre cas, Antoine. C'est une grosse opération. À ce moment-là, des agents amenèrent Camille. Elle était pâle, les yeux rouges, les mains tremblantes. Quand elle vit Antoine, elle s'arrêta de marcher. « Antoine » commença-t-elle d'une voix étranglée. « Madame Camille Dubois » l'interrompit Béatrice. « Vous êtes en état d'arrestation pour être entendu sur des faits de fraude documentaire, tentative d'escroquerie et participation éventuelle à une association de malfaiteurs. Vous avez le droit de garder le silence et de contacter un avocat. » Camille se mit à pleurer. « Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Jérôme m'a dit que tout était légal. Il m'a dit que tu avais caché de l'argent, que tu avais une autre femme, que tu allais me laisser sans rien. » Béatrice fit un signe
et 2 agents emmenèrent Camille dans une autre pièce. Antoine resta immobile, digérant tout. « Vous pensez qu'elle dit la vérité ?» demanda-t-il après un long silence. Béatrice soupira. « Honnêtement, je ne sais pas. Elle a pu être manipulée. Jérôme est doué pour ça. Il identifie les vulnérabilités, exploite les peurs, construit des récits convaincants. Mais elle a aussi signé des documents frauduleux, vidé des comptes. Lui a permis de vivre chez vous. Que ce soit de la manipulation ou de la complicité, elle devra répondre de ses actes. » Au cours des jours suivants, Antoine suivit le déroulement de l'enquête. La PJ avait trouvé suffisamment de preuves pour mettre en examen Jérôme et 3 autres personnes. Daniel Mercier, le faux agent immobilier, Fabienne Coste, la falsificatrice de documents, et Roger Alves, un gérant de banque corrompu qui facilitait les transactions frauduleuses. Camille resta en détention provisoire pendant que la PJ enquêtait sur son niveau d'implication. Son avocat soutenait qu'elle avait été victime de manipulation psychologique. Le parquet soutenait qu'elle avait agi consciemment dans au moins certaines des fraudes. Antoine témoigna 2 fois. Il répondit à des questions sur leur relation, sur les finances du couple, sur le moment où il avait commencé à soupçonner des irrégularités. C'était difficile de parler des bonnes années, de l'époque où ils avaient été heureux, de la façon dont tout s'était lentement effondré. Une semaine après l'opération de la PJ, Antoine était chez Lucas lorsqu'il reçut un appel de Béatrice. « Antoine, nous avons du nouveau. Jérôme a décidé de plaider coupable et de collaborer. Il balance tout le réseau en échange d'une réduction de peine. C'est une bonne chose? Ça dépend du point de vue. Pour l'enquête, oui. Nous allons pouvoir démanteler toute l'opération. Pour votre femme, ça pourrait être mauvais. Jérôme dit qu'elle était au courant de tout depuis le début, qu'elle était une partenaire active dans le schéma. » Antoine s'assit sur le bord du lit. Il dit la vérité. Les preuves documentaires corroborent certaines choses qu'il a dites, des virements bancaires qu'elle a effectués, des emails échangés avec les autres membres du groupe, des enregistrements de réunions. Il semble qu'elle en savait plus qu'elle ne l'a admis au départ. Antoine ne savait pas quoi ressentir. De la colère, de la tristesse, du soulagement de savoir enfin la vérité. Tout cela à la fois. Que va-t-il se passer maintenant? Maintenant, le parquet décide s'il accepte un accord avec elle ou si elle va au procès. Si elle va au procès et qu'elle est condamnée, elle risque de 4 à 8 ans. Si elle passe un accord, peut-être 2 ou 3 ans avec un aménagement de peine, à condition qu'elle rende tout ce qu'elle a volé et témoigne contre les autres. Et mon argent? Une partie a déjà été récupérée. Nous avons trouvé près de 10 000 € sur des comptes que Jérôme contrôlait. Le reste a été dépensé ou transféré sur des comptes offshore que nous traquons encore. Vous récupérerez quelque chose, mais probablement pas tout. Antoine la remercia et raccrocha. Lucas apparut à la porte de la chambre avec 2 bières. Mauvaise nouvelle. Confirmation de choses que je soupçonnais déjà. Ils burent en silence. Manon avait emmené les enfants chez sa mère, donnant à Antoine de l'espace pour digérer. « Tu dois retourner à la base demain ?» demanda Lucas. « Oui, j'ai déjà prolongé ma permission au maximum. Le commandant a été compréhensif, mais il y a des limites. Et la maison? Je vais tout laisser entre les mains de Vincent et de la PJ. Il n'y a plus rien que je puisse faire ici, personnellement. » Cette nuit-là, Antoine se rendit une dernière fois chez lui avant de retourner à Cayenne. La rue était calme, l'éclairage faible des lampadaires. Il entra et se promena dans les pièces vides, la cuisine où Camille faisait du pain le dimanche, le salon où ils regardèrent des films le vendredi soir, la chambre où ils avaient dormi ensemble pendant des années. Tout cela avait été réel un jour. Ou était-ce une illusion depuis le début? Antoine ne savait plus. Il verrouilla la maison et partit sans se retourner. Les semaines suivantes, de retour à la routine à Cayenne, Antoine se tint informé de l'affaire grâce à des appels avec Vincent et des emails de Béatrice. L'enquête s'était étendue. Ils découvrirent plus de victimes, plus de fraudes, des connexions avec d'autres réseaux criminels en Nouvelle-Aquitaine et en Provence. Jérôme confirma tout dans des dépositions détaillées. Il décrivit comment ils identifièrent les cibles, toujours des familles de militaires en mission. Comment ils étudiaient les réseaux sociaux des épouses, identifiant des signes d'insatisfaction, de solitude, de problèmes financiers. Comment ils s'approchaient, construisant des relations apparemment authentiques avant d'introduire le schéma. Camille finit par admettre sa participation. Au début, dit-elle, elle croyait vraiment aux mensonges de Jérôme, sur le fait qu'Antoine avait caché de l'argent et prévoyait de l'abandonner. Mais après quelques semaines, elle réalisa que c'était une arnaque, et elle continua quand même. Par cupidité, par colère,
par désir de punir Antoine pour toutes les fois où il avait choisi sa carrière militaire plutôt qu'elle. Antoine lut sa déposition dans un PDF que Vincent lui envoya. Assis dans son logement le soir, à la faible lumière d'une lampe de chevet, il analysa chaque mot. La femme décrite dans ces pages était une étrangère. Ou peut-être avait-elle toujours été ainsi et il n'avait tout simplement jamais voulu le voir. Moreau entra dans le logement et vit Antoine avec l'ordinateur sur les genoux. Toujours cette situation avec ton ex? Toujours. Mais ça touche à sa fin. C'est une bonne chose, non? Antoine ne répondit pas immédiatement. Il ferma l'ordinateur et resta à regarder le mur pendant un long moment. Ça devrait être une bonne chose, non? Dit-il finalement. Mais ça n'en a pas l'air. 6 mois après l'opération de la police judiciaire, Antoine était de retour à Toulouse pour le procès. Camille avait accepté un accord avec le parquet. 2 ans avec sursis probatoire, restitution de tout l'argent qui pouvait encore être récupéré, perte de tout droit sur la maison ou les biens du couple et témoignage complet contre les autres impliqués. Antoine était dans le public du tribunal lorsque le juge lut la sentence. Camille était mince, les cheveux plus courts, des cernes profonds. Elle ne le regarda pas une seule fois pendant toute l'audience. Après, à l'extérieur du palais de justice, Vincent expliqua les prochaines étapes. Le divorce serait finalisé dans 30 jours. La maison resterait entièrement au nom d'Antoine. Une partie de l'argent serait restituée au fur et à mesure que les biens de Jérôme et des autres seraient liquidés. « Combien pensez-vous que je vais récupérer ?» demanda Antoine. « Au total, peut-être 13-15 000 euros. Le reste a été dépensé ou se trouve sur des comptes auxquels nous aurons du mal à accéder. Je suis désolé, Antoine. Je sais que ce n'est pas l'idéal. C'est plus que ce à quoi je m'attendais il y a quelques mois, dit Antoine. Au moins, c'est quelque chose. Cette nuit-là, Lucas fit un barbecue pour fêter la fin du processus. Quelques amis de l'époque du lycée vinrent. Manon fit un dessert. Les enfants jouaient dans le jardin. C'était une soirée normale, le genre de soirée dont Antoine avait oublié l'existence. « Tu vas retourner vivre dans la maison ?» demanda Lucas en retournant la viande sur le grill. « Je ne sais pas. Il y a trop de mauvais souvenirs là-bas. Tu pourrais la louer. Utiliser l'argent pour compléter ta retraite quand tu arrêteras. Peut-être. Ou peut-être que je la vendrai et que j'achèterai quelque chose de plus petit. Plus simple. Tu n'as pas besoin de décider maintenant. C'est vrai. » Une semaine plus tard, Antoine organisait des papiers dans le bureau improvisé de la maison quand il trouva une vieille boîte au fond du placard. À l'intérieur, il y avait des lettres que Camille lui avait écrites lors de sa première mission en Guyane en 2013. Il en lut quelques-unes. Les mots étaient doux, pleins de nostalgie, de promesses d'amour éternel. Quand est-ce que ça avait changé? À quel moment la femme qui avait écrit ces lettres s'était-elle transformée en la femme qui avait conspiré pour le voler? Antoine remit les lettres dans la boîte et la jeta à la poubelle. Ça ne servait à rien de remuer le passé. Les mois suivants, la vie commença à reprendre une sorte de normalité. Antoine termina une autre mission à Cayenne, puis fut muté à la base de Toulouse, à quelques kilomètres de chez lui. Il devint plus facile de gérer la maison, de s'occuper des dernières formalités légales, de reconstruire un semblant de routine. Il commença une thérapie sur la recommandation du médecin de la base, une psychologue nommée Dr Hélène, qui s'occupait des militaires ayant vécu des expériences traumatisantes. Au début, Antoine résista. Il n'était pas du genre à parler de ses sentiments. Mais après quelques séances, il commença à réaliser que cela l'aidait. « Ressentez-vous de la colère envers elle ?» demanda le docteur Hélène lors d'une séance. « Oui. Non, je ne sais pas. » Antoine respira profondément. « Parfois, j'en ressens. D'autres fois, je ressens juste du vide. Comme si 13 ans de ma vie avaient été effacés. Les années n'ont pas été effacées, Antoine. Elles ont eu lieu. Elles étaient réelles. La fin n'efface pas ce qui est venu avant. Mais j'ai l'impression que tout était un mensonge. Certaines parties l'étaient, d'autres non. Les gens changent. Les relations changent. Cela ne signifie pas que ce que vous ressentiez à l'époque n'était pas vrai. » Antoine y réfléchit plus tard. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que tout n'avait pas été faux. Mais il était difficile de distinguer ce qui était réel de ce qui était une illusion. 1 an après le jugement, Antoine reçut une lettre. C'était de Camille. Il hésita avant de l'ouvrir, mais finalement la curiosité l'emporta. La lettre était longue. Elle s'excusait, n'attendant pas de pardon, voulant juste qu'il sache qu'elle regrettait tout. Elle expliquait comment Jérôme avait manipulé ses insécurités, comment elle s'était laissée convaincre qu'Antoine ne l'aimait plus, qu'il prévoyait de la quitter.
Elle admettait que même après avoir réalisé que c'était un mensonge, elle avait continué par orgueil et par colère. Elle terminait en disant qu'elle essayait de reconstruire sa vie, travaillant dans une clinique d'une petite ville de province et qu'elle espérait un jour pouvoir se regarder dans le miroir sans avoir honte. Antoine la lut 2 fois. Puis il rangea la lettre dans un tiroir et n'y répondit pas. Il n'y avait rien à dire qui puisse changer quoi que ce soit. Mais quelque chose dans la lettre le fit réfléchir. Avait-il aussi sa part de responsabilité dans la fin de leur mariage? Avait-il été trop absent? Avait-il fait passer sa carrière avant tout? Il apporta ces questions en thérapie. Vous pouvez reconnaître vos échecs dans une relation sans assumer la responsabilité de ses choix à elle, dit le docteur Hélène. Vous avez peut-être été un mari imparfait. La plupart des gens sont des partenaires imparfaits, mais vous ne l'avez pas forcé à vous voler. Vous ne l'avez pas forcé à s'impliquer avec des criminels. C'était ses choix à elle. Antoine savait qu'elle avait raison, mais il était encore difficile de séparer les choses. 2 ans après le divorce, Antoine fêta ses 45 ans. Lucas organisa une fête surprise. Manon fit un gâteau. Quelques collègues de la base vinrent. Ce fut une bonne soirée, pleine de rires et de vieilles histoires. À la fin, quand tout le monde fut parti, Lucas et Antoine restèrent dans le jardin à boire une bière sous les étoiles. « Tu as l'air mieux, » dit Lucas. « Je me sens mieux, la plupart du temps. »« Tu as rencontré quelqu'un ?»« Non, je ne suis pas encore prêt. Peut-être que je ne le serai jamais. Tu le seras. Il faut juste du temps. » Antoine voulait y croire. Mais la vérité était que l'idée de faire à nouveau confiance à quelqu'un, de s'ouvrir, de partager sa vie, semblait impossible. Les blessures avaient cicatrisé, mais les cicatrices restaient. Cette même année, Antoine reçut une notification l'informant qu'il avait récupéré plus d'argent. Les biens de Jérôme avaient été vendus aux enchères et une partie de la valeur avait été distribuée aux victimes. Au total, Antoine récupéra 18 000 € sur les 23 000 qu'il avait perdus. Ce n'était pas tout, mais c'était significatif. Il utilisa une partie de l'argent pour rénover la maison. Il repeignit tous les murs, changea les sols, rénova la cuisine et la salle de bain. Il transforma l'endroit en quelque chose de nouveau, supprimant les dernières traces du passé. Une fois terminée, la maison semblait différente. Plus petite, plus accueillante. Vraiment la sienne. Il acheta également du nouvel équipement de camping et commença à passer ses week-ends en randonnée et en camping dans les Pyrénées. C'était bon d'être seul dans la nature, loin de tout. Juste lui et le silence des montagnes. Dans ces moments-là, il parvenait à penser clairement, à digérer tout ce qui s'était passé, à faire la paix avec le passé, lentement. Un après-midi, lors d'une randonnée près du cirque de Gavarnie, Antoine s'arrêta à un point de vue dominant les canyons. Le vent froid lui battait le visage, le soleil commençant à se coucher à l'horizon. Il pensa à tout ce qu'il avait perdu et à tout ce qu'il avait gardé. La maison, l'argent, du moins une partie, la dignité, l'honneur, la capacité à aller de l'avant. Il pensa aussi à Camille, se demandant où elle était, comment elle allait. Pas avec colère ou rancœur, mais avec une sorte de curiosité distante, comme si elle était le personnage d'une histoire qu'il avait lue il y a longtemps. Il réalisa qu'il avait cessé de ressentir cette douleur aiguë dans la poitrine à chaque fois qu'il pensait à elle. Il avait cessé de ressasser mentalement les dernières années à la recherche de signes qu'il avait manqués. Il avait cessé de se blâmer de ne pas avoir vu ce qui se passait. Il allait presque bien. Pas complètement, mais presque. Et peut-être que c'était suffisant. 3 ans après le divorce, Antoine envisageait sérieusement la retraite. Il avait accompli 20 ans de service, assez pour une retraite militaire complète. Le commandant de la base lui avait offert une promotion s'il restait 4 ans de plus, mais Antoine était fatigué. Fatigué des missions, des mutations, de la vie régie par les grades et les protocoles. Il en parla avec le docteur Hélène. Après 3 ans de thérapie, elle était devenue plus qu'une psychologue, elle était presque une amie. Quelqu'un qui connaissait toute l'histoire, tous les coins sombres qu'il montrait rarement. « Que feriez-vous si vous preniez votre retraite ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas. Peut-être acheter un lopin de terre, un endroit calme, loin de tout. Construire une petite maison. Avoir des chiens, faire des travaux manuels. De la menuiserie peut-être. Ça semble bien. Mais ça semble aussi solitaire. Je me suis en quelque sorte habitué à la solitude. S'habituer n'est pas la même chose que préférer. » Antoine savait qu'elle avait raison, mais il n'était pas prêt à plus que cela. C'est pendant cette période d'indécision qu'Antoine reçut un appel inattendu. C'était Béatrice Moulin, la commissaire de la PJ, qui avait enquêté sur l'affaire. « Antoine, désolé de vous déranger. Je sais que vous voulez probablement laisser tout cela dans le passé, mais j'ai une nouvelle que je pensais que vous aimeriez savoir.
Je vous écoute. Vous vous souvenez qu'on a parlé d'autres victimes du réseau, des familles qui ont été ciblées, mais n'ont pas porté plainte. Je m'en souviens. L'une d'elles a pris contact, une femme de Montpellier, Marie Sergent dans l'armée de terre. Le schéma était similaire au vôtre, mais ils ont réussi à refinancer la maison avant que quiconque ne s'en aperçoive. La famille a tout perdu. Ils se sont retrouvés littéralement à la rue. Antoine sentit son estomac se nouer. Et pourquoi prend-elle contact maintenant? Parce qu'elle a vu un reportage sur notre affaire, qu'elle a réalisé que le schéma était le même. Elle veut porter plainte, mais elle a peur des représailles. J'ai pensé que vous pourriez peut-être lui parler, lui témoigner que cela vaut la peine de se battre. Antoine resta silencieux un moment. Je ne sais pas si je suis la bonne personne pour ça. Vous êtes exactement la bonne personne. Vous avez vécu la même chose. Vous vous êtes battu, vous avez récupéré une partie de ce que vous aviez perdu. Vous avez aidé à mettre ces criminels en prison. Votre histoire peut lui donner la force. Après avoir raccroché, Antoine resta pensif. Il avait passé les dernières années à essayer d'oublier, d'avancer, de tout laisser derrière lui. Mais peut-être y avait-il une dernière chose qu'il devait faire. Il rappela Béatrice. D'accord, je vais lui parler. 2 jours plus tard, Antoine était dans une salle de réunion de la PJ à Toulouse. La femme s'appelait Marina. Elle avait une petite trentaine d'années, les yeux fatigués, des mains qui n'arrêtaient pas de bouger nerveusement. Son mari, le sergent Robert Martin, était en mission à la frontière vénézuélienne quand tout est arrivé. Elle raconta l'histoire entre 2 sanglots. L'homme qui s'était approché, les mensonges qu'il avait racontés, comment il l'avait convaincu que son mari cachait de l'argent pour quitter la famille, le refinancement qui semblait légitime, la découverte que c'était une fraude quand il était trop tard. Nous avons perdu la maison, dit-elle, tout ce que nous avions construit en 10 ans de mariage. Nous avons dû vivre chez mes parents pendant 1 an. Mon mariage a failli y passer. Robert ne me fait toujours pas totalement confiance, et je ne lui en veux pas. Antoine écouta tout sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il respira profondément avant de parler. Je comprends ce que vous avez vécu. J'ai vécu la même chose. Le sentiment de trahison, la honte, la peur que personne ne vous croit. Vous avez réussi à surmonter ça. Je ne dirais pas surmonter, mais j'ai appris à vivre avec et je me suis battu. J'ai porté plainte, j'ai témoigné, j'ai aidé la PJ à démanteler le réseau. J'ai récupéré une partie de l'argent. Ce n'était pas facile, mais ça en valait la peine. Et s'ils essaient de me faire du mal, Jérôme et les autres ont encore des contacts en dehors de la prison. La PJ vous protégera. Et de plus il y a de victimes qui portent plainte, plus le réseau s'affaiblit. Votre silence ne fait que les protéger eux, pas vous. Marina hocha lentement la tête, s'essuyant les yeux. D'accord, je vais porter plainte. Les mois suivants, 3 autres familles se manifestèrent avec des histoires similaires. Toutes avaient vu des reportages sur l'affaire initiale, toutes avaient reconnu les mêmes schémas. Antoine parla avec chacune d'elles, partageant son expérience, encourageant les plaintes. L'enquête fut rouverte. Ils découvrirent plus de noms, plus de connexions, des preuves que le réseau était encore plus grand qu'ils ne l'imaginaient au départ. Jérôme, déjà en prison, fut mis en examen dans 23 autres cas de fraude. Les autres impliqués virent également leurs peines alourdies. Un après-midi, Béatrice appela Antoine avec une proposition inattendue. L'armée de l'air nous a contactés. Ils veulent mettre en place un programme de prévention pour les familles de militaires. Des conférences éducatives sur comment identifier ces schémas, les signaux d'alerte, que faire s'ils soupçonnent quelque chose. Ils veulent que vous soyez l'un des conférenciers. Moi, je ne suis pas doué pour parler en public. Pas besoin d'être parfait, juste d'être honnête. Racontez votre histoire, montrez qu'il est possible de s'en remettre. Antoine accepta. La première conférence fut difficile. 40 personnes dans l'auditoire, tous militaires ou membres de leur famille. Il tremblait au début, mais au fur et à mesure qu'il parlait, les mots sortaient plus facilement. Il raconta tout, depuis l'email à Cayenne jusqu'au procès. Il ne cacha rien, pas même les parties qui le faisaient apparaître naïf ou vulnérable. Quand il eut fini, plusieurs personnes vinrent lui parler, certains partageant des histoires similaires, d'autres le remerciant pour son courage de parler. Une jeune femme, épouse d'un pilote, dit qu'elle avait commencé à soupçonner quelque chose d'étrange avec un nouvel ami qu'elle s'était fait en ligne et qu'après la conférence, elle allait enquêter plus attentivement. Cette nuit-là, en rentrant chez lui en voiture, Antoine ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un but. Comme si finalement toute la souffrance avait servi à autre chose que de la douleur.
L'année suivante, Antoine donna 16 conférences sur des bases militaires à travers le pays. Il rencontra des dizaines de familles, écouta d'innombrables histoires, aida à prévenir plusieurs arnaques qui commençaient à se former. L'armée de l'air reconnut son travail par une médaille pour service rendu à la communauté militaire. Ce fut lors d'une de ses conférences, sur une base à Nice, qu'Antoine rencontra Adriana. Elle était assistante sociale de la base, travaillant avec les familles de militaires. Elle avait une quarantaine d'années, cheveux bruns courts, un sourire gentil. Après la conférence, elle l'aborda. « Votre histoire est très percutante. Merci de l'avoir partagée. Je vous en prie, j'espère que cela aidera certaines personnes. C'est certain. Je travaille avec ces familles depuis 10 ans. Je vois ces schémas tout le temps. Mais je n'arrive pas toujours à les identifier avant qu'il ne soit trop tard. Votre conférence va m'aider à être plus vigilante. » Ils parlèrent pendant plus d'1 heure. De son travail à elle, de ses expériences à lui, des défis pour protéger les familles vulnérables. À la fin, elle lui donna sa carte. « Si vous revenez à Nice un jour, prévenez-moi. Ce serait sympa de vous faire visiter la ville. » Antoine garda la carte dans sa poche. 3 mois plus tard, quand il dut retourner à Nice pour une autre conférence, il l'appela. Ils dînèrent ensemble dans un restaurant sur la plage, parlant tard dans la nuit de tout et de rien. C'était facile de lui parler, facile d'être près d'elle. Ce ne fut pas un coup de foudre, ce fut quelque chose de plus lent, de plus prudent. Des échanges de messages qui devinrent des appels hebdomadaires, des visites occasionnelles, lorsque leurs emplois du temps le permettaient. Une reconnaissance progressive que peut-être, après tout, il pourrait à nouveau faire confiance à quelqu'un. 1 an après avoir rencontré Adriana, Antoine prit enfin sa retraite de l'armée de l'air. 21 ans de service. 2 médailles, d'innombrables missions. Il était temps de commencer un nouveau chapitre. Il décida de ne pas vendre la maison de Blagnac. Au lieu de cela, il la rénova complètement, la transformant en quelque chose de totalement nouveau. Ce n'était plus l'endroit où il avait vécu avec Camille, mais sa maison, vraiment la sienne. Il repeignit les murs de différentes couleurs, changea tous les meubles, planta un potager dans le jardin. Chaque changement était une forme de reconstruction, de transformation de la douleur en quelque chose de productif. Adriana venait lui rendre visite quand elle le pouvait. Il découvrait encore ce qu'était leur relation, sans hâte, sans pression. Elle comprenait pourquoi il avait besoin d'aller lentement, pourquoi la confiance était quelque chose qu'il devait construire brique par brique. « Tu lui as déjà parlé ?» demanda Adriana un soir, alors qu'ils dînaient sur la terrasse. Il parlait du passé, ce qu'Antoine faisait de moins en moins. « À qui ?»« À Camille. »« Oui, depuis cette lettre il y a 2 ans. »« Non, il n'y a rien à dire. Tu n'es pas curieux de savoir comment elle va ?» Antoine réfléchit un moment. « Parfois, mais je pense qu'il vaut mieux ne pas savoir. Elle a fait ses choix. J'ai fait les miens. Nous avons suivi des chemins différents. Tu lui pardonnes. Je ne sais pas si pardonner est le mot juste. Je pense que j'ai accepté. J'ai accepté ce qui s'est passé. J'ai accepté ma part de responsabilité. J'ai accepté qu'elle était aussi humaine et faillible. Mais pardonner? Je ne sais pas si j'en suis encore là. Peut-être que je n'y arriverai jamais. » Adriana hocha la tête. « C'est déjà beaucoup. L'acceptation est parfois plus importante que le pardon. » Ce même mois, Antoine reçut un appel d'une société de production de documentaires. Il voulait faire un film sur les fraudes contre les familles de militaires, en utilisant son cas comme fil conducteur. Au début, il hésita. Tout exposer à nouveau, revivre cela publiquement semblait trop. Mais il pensa ensuite à combien de familles pourraient être aidées, combien de personnes pourraient éviter la même souffrance. Il accepta de participer. Le tournage prit 3 mois. Interview, reconstitution, discussion avec d'autres victimes. Ce fut difficile par moments, surtout quand il dut revenir sur l'histoire complète, sur les détails qu'il préférait oublier. Mais ce fut aussi cathartique, une façon de clore définitivement ce chapitre. Le documentaire fut présenté en première dans un festival de cinéma à Paris. Antoine y alla avec Adriana, Lucas et Manon. Voir sa propre histoire sur grand écran, avec des milliers de personnes, était surréaliste. Mais les commentaires après furent positifs. Des gens le remerciant d'avoir partagé, disant qu'ils avaient appris quelque chose d'important, qu'ils feraient plus attention aux signes. Une femme s'approcha d'Antoine dans le hall du cinéma après la projection. Elle avait la cinquantaine, les yeux rouges. « Mon fils est sergent dans l'armée de terre. Il est en mission en ce moment. Sa femme a commencé à agir bizarrement ces dernières semaines. Je ne savais pas quoi faire.
Je pensais que c'était juste dans ma tête. Mais après avoir vu votre documentaire, j'ai reconnu les signes. Je vais lui parler demain, merci. Vous avez peut-être sauvé ma famille. » Antoine sentit une boule dans sa gorge. C'était pour cela que ça avait valu la peine. Tout, chaque moment difficile, chaque larme, chaque nuit blanche. 6 mois plus tard, par un samedi matin ensoleillé, Antoine était dans le jardin en train de construire une table en bois quand il entendit la sonnette. Adriana avait la clé mais sonnait parfois pour plaisanter. Il se dirigea vers la porte en souriant, s'attendant à la voir. Mais ce n'était pas Adriana, c'était Camille. Elle était différente, plus mince, les cheveux longs, des vêtements simples. Elle semblait fatiguée mais aussi plus mature, en quelque sorte. Ils se regardèrent pendant un long moment. « Salut Antoine », dit-elle finalement d'une voix basse. « Salut Camille. Désolé de débarquer comme ça sans prévenir. Je sais que tu n'as probablement pas envie de me voir, mais je le devais. Il y a des choses que j'ai besoin de te dire en personne. » Antoine ne savait pas quoi ressentir. De la surprise certainement, mais pas de colère. « Plus maintenant. D'accord, entre. » Ils s'assirent dans le salon. Le salon qu'elle avait aidé à décorer des années auparavant, mais qui était maintenant complètement différent. Camille regardait autour d'elle, remarquant tous les changements. « Tu as tout rénové ?»« Oui, j'avais besoin d'un nouveau départ. » Elle hocha la tête. « C'est logique. » Elle respira profondément avant de continuer. « J'ai regardé le documentaire. J'ai vu ton interview. J'ai entendu ce que tu as dit sur moi, sur nous. C'était dur. Mais tu avais raison. Surtout, Camille, si tu es venue ici chercher l'absolution, non, je ne suis pas venu pour ça. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Je suis juste venu parce que j'ai besoin que tu saches que j'essaie d'être une meilleure personne. Je suis une thérapie depuis 2 ans. Je travaille, je paye mes dettes. J'essaie de réparer ce que je peux réparer. Je sais que ça ne change rien à ce que j'ai fait, mais j'ai besoin que tu saches que j'essaie. » Antoine resta silencieux. Il pouvait voir qu'elle était sincère. Il pouvait voir le changement en elle, réel et profond. « Je te souhaite le meilleur, Camille. Vraiment. J'espère que tu trouveras la paix. J'espère que tu réussiras à te construire une belle vie. Mais nous ne pouvons pas faire partie de la vie l'un de l'autre. Tu comprends ça, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête, essuyant une larme. « Je comprends. J'avais juste besoin que tu le saches. Et je voulais te remercier. Me remercier. De ne pas m'avoir complètement détruite quand tu aurais pu le faire. D'avoir été juste, même quand je ne le méritais pas. De m'avoir donné une chance de recommencer. » Ils parlèrent encore quelques minutes, superficiellement de sa situation, de son nouveau travail dans une clinique vétérinaire d'une petite ville, de ses projets de reprendre ses études. Quand elle se leva pour partir, elle lui tendit la main. « Merci de m'avoir reçu, Antoine, et désolé pour tout. » Antoine lui serra la main. « Prends soin de toi, Camille. » Après son départ, Antoine resta debout sur le pas de la porte pendant un long moment. Quelque chose avait changé lors de cette rencontre. Une dernière pièce s'était mise en place. Ce n'était pas le pardon, exactement. Mais c'était une clôture. Définitive, réelle, complète. Quand Adriana arriva 1 heure plus tard, il lui raconta la visite. Elle écouta sans l'interrompre, lui tenant la main. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle à la fin. « Libre », dit-il après avoir réfléchi. « Pour la première fois depuis des années, je me sens complètement libre. » Cette nuit-là, assis sur la terrasse sous les étoiles, Adriana appuyée contre son épaule, Antoine pensa à tout ce qu'il avait traversé. Les pertes, les trahisons, les procès, les reconstructions. Ça avait été douloureux, oui. Ça avait été difficile d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Mais il avait survécu. Il s'était battu. Il avait aidé d'autres personnes à survivre aussi. Et maintenant, enfin, il construisait quelque chose de nouveau. Non pas sur les ruines du passé, mais à côté d'elles, reconnaissant qu'elles existaient, mais ne leur permettant pas de définir son avenir. « Tu as déjà pensé à ce que tu veux faire maintenant ?» demanda Adriana. « Avec tout ce temps libre, j'ai pensé à continuer à donner des conférences, peut-être écrire un livre sur cette expérience, aider les familles de militaires d'autres manières, et passer plus de temps avec toi, bien sûr. » Elle sourit. « J'aime ce plan. » Antoine sourit aussi. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir semblait prometteur. Pas parfait, car rien dans la vie n'est parfait, mais réel, honnête et vraiment à lui. 5 ans après cet email de Cayenne qui avait tout changé, Antoine avait enfin la paix. Non pas la paix de l'oubli, mais la paix de se souvenir sans douleur. La paix de s'être battu et d'avoir vaincu, non pas contre d'autres personnes, mais contre son propre désespoir et son amertume.
la paix d'avoir transformé la tragédie en but. Et ça, au final, c'était tout ce qui importait. Fin de l'histoire, chers auditeurs. Nous espérons que l'histoire d'Antoine et son parcours de reconstruction ont touché vos cœurs. Ce récit nous montre que même dans les situations les plus difficiles, lorsque nous nous sentons trahis et perdus, il est possible de trouver la force de recommencer et de transformer la douleur en but. Si vous avez aimé cette histoire émouvante, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like sur la vidéo. Chaque jour, nous vous proposons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie, les défis des relations humaines et l'incroyable capacité de résilience qui existe en chacun de nous. Dites-nous dans les commentaires, avez-vous déjà vécu une situation de nouveau départ? Comment l'avez-vous surmontée? Nous voulons entendre votre histoire. Pour continuer ce voyage émotionnel, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes. Trouvez-la ici à côté en cliquant à votre gauche. Ne manquez pas nos prochains contenus. Nous vous attendons dans les commentaires.